Bien, je ne vais pas faire l'exposé qui était prévu, mais quelques mots quand même, parce que je pense que tout ce qui a été dit a été tellement bien dit, longuement, c'est vrai, mais ça le méritait. On avait besoin de prendre ce temps pour écouter ces deux confrères. Alors, hier, à la cérémonie d'ouverture, nous avons eu l'occasion de préciser les termes et de dire déjà que bien qu'on soit, et c'est heureux qu'elle existe dans la décennie des personnes d'ascendance africaine, les Chinois ne sont pas d'ascendance chinoise, les Indiens ne sont pas d'ascendance indienne, les Syriens ne sont pas d'ascendance syrienne, et les Africains ne sont pas d'ascendance africaine. Les Africains sont des Africains, les Chinois sont des Chinois, les Syriens sont des Syriens, les Indiens sont des Indiens. Et c'est tellement vrai pour les Indiens que non seulement l'Inde organise Miss India International avec une représentante de la Guadeloupe, de la Barbade, de la Martinique, etc. Mais l'Inde va plus loin. Lorsqu'un Indien de la Caraïbe arrive à faire son arbre généalogique, eh bien, il se voit récompensé de ses efforts par l'octroi de la nationalité indienne. On lui rend son passeport et sa carte d'identité. Et c'est l'un des combats que je mène pour le droit pour chaque Africain de la diaspora de choisir le pays qui lui plaît, le pays qu'il veut, sans exigence ni de résidence, ni même de démonstration ADN, sans qu'on ait à nous opposer la perfection du crime généalogique qu'on a subi et qui nous empêche avec certitude de savoir de quel village, de quel royaume, de quel pays on vient, eh bien, le droit à la binationalité. Mais ce que je vais dire là, je l'ai déjà dit en Martinique, il y a des vidéos qui circulent, donc pardon si ça fait redite pour ceux qui les ont déjà vues. Lorsque dans une affaire criminelle, monsieur Untel a tué monsieur Untel à coups de couteau pour lui voler sa voiture. Avant même le jugement, le couteau est déjà confisqué. La voiture est placée sous scellé et il ne viendrait pas à l'esprit de quiconque d'imaginer que le voleur meurtrier, à son décès à lui, puisse être encore en possession et du couteau et de la voiture et le transmettre à ses héritiers. Ni le couteau, ni la voiture. Reporter à notre histoire, on connaît le lieu des crimes. C'est en Afrique, c'est sur les mers, notamment pour nous l'océan Atlantique, mais c'est surtout aussi sur la terre, dans les habitations. On parlait de résistance spirituelle. Les formes de résistance spirituelle étaient multiples. Les formes de résistance tout court étaient multiples. Et elles étaient toutes spirituelles. Parfois, elles étaient très douloureuses par les refus de laisser naître les enfants. D'autres fois, elles étaient plus guerrières, on l'imagine. D'autres fois, elles étaient strictement spirituelles par soit la pratique, pour ceux qui avaient pu en avoir quelques bribes presque intactes, des cultes ancestraux, soit
par la contamination, et je l'ai exposé ce matin, du culte catholique par les rites vaudous. La spiritualité africaine a investi tous les champs de l'être. Alors elle se cache dans la culture, alors qu'elle n'est pas culturelle mais cultuelle, comme la procession vaudou qu'est le carnaval. Elle se cache dans les spécificités culturelles. On va dire que c'est très guadeloupéen ou c'est très martiniquais de dire que Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre, enfin la pointe, c'est la lombrique enterrée, on tirait le cordon ombilical de l'enfant à la naissance, c'est vaudou. C'est pas guadeloupéen, c'est pas martiniquais, nous n'avons pas inventé cela, nous l'avons reçu. Ne pas balayer le soir après 18h, c'est pas guadeloupéen, c'est pas martiniquais, nous l'avons reçu. Maître Mounoutika disait, bon, on s'en souvient par bribes. Non, pas tout à fait quand même pour certains rites. Le rite le plus important, le rite vaudou le plus important, le rite africain le plus important que nous avons caché à l'intérieur de l'Église catholique et de ses pratiques cultuelles, c'est le culte des ancêtres. Et dans le culte des ancêtres, il y a le culte des morts. Vous voyez sans doute de temps en temps fleurir pas seulement les cimetières, mais également les lieux d'agonie, les lieux où il y a eu des accidents le long des routes. Parce que le lieu de souffrance, le lieu où l'âme, où l'esprit a quitté le corps, où l'âme a commencé son trajet, est un lieu sacré. On sait historiquement que nos parents, puisqu'il faut parler de famille, sont enterrés depuis 1848 dans les cimetières communaux. Oui, mais avant, où était le lieu de leur agonie et où était entreposé leur dépouille mortelle? N'était-ce pas sur les habitations, où l'espérance de vie était très faible, et où il y avait toujours un gros arbre, des fois un zamana, comme il en existe au Brécheur, d'autres fois d'autres arbres avec des broches, où on les pendait, des arbres auxquels on les attachait pour les fléter, et des fois jusqu'à la mort. Alors, ces habitations, qui sont à la fois le lieu du crime, l'arme du crime et le produit du crime. Est-il concevable que ces habitations, qui ont le même statut que Dachau, Auschwitz, Buchenwald ou Mauthausen, est-il concevable que ces habitations soient encore, pour certaines d'entre elles, la propriété de l'équivalent des descendants de nazis que sont les descendants de colons? Crime contre l'humanité pour crime contre l'humanité. Je n'imagine pas la colère, pas seulement des Juifs, mais de la communauté internationale, si on interdisait à un Juif ou à toute personne l'accès pour aller se recueillir, pour visiter, à un camp de travail ou d'extermination, en disant, mais non, propriété privée, ça appartient à un descendant de nazi, il ne faut pas rentrer chez lui, troubler sa paix. Il est temps que cette situation intolérable, inacceptable, cesse. Et que le 22 mai chez nous, le 27 mai chez vous, le 10 juin en Guyane, en décembre également à La Réunion, on ne soit pas au bord des routes, on ne soit pas sur le trottoir, on arrête de faire le trottoir. À jouer du tambour, à chanter pour des parents qui nous attendent
de l'autre côté de la barrière, chez le colon, sur ces habitations qui parfois appartiennent à la collectivité, mais dont elle ne fait rien en termes de sauvegarde patrimoniale de la mémoire et surtout de sanctuarisation du cimetière. Vous n'admettriez pas que qui que ce soit vienne saccager votre cimetière, vienne le profaner. L'actualité nous rappelle que les uns et les autres se plaignent des profanations de cimetières en France. Mais nous, chaque jour que Dieu fait, est-ce qu'il n'y a pas un colon, un descendant de colon, qui se lève, comme on dit chez nous, lever pisser, qui va pisser dans notre cimetière, va faire même plus. S'il a envie de changer la couleur des murs, abattre une cloison, il fait ce qu'il veut avec notre cimetière, dans notre cimetière. C'est pas ça le profaner. Des fois même, ces cimetières-là deviennent des musées à la gloire de l'épopée industrielle, cannière, romière, bananière, sucrière, caféière, etc. de hier, alors qu'on devrait être à aujourd'hui. C'est un cimetière. C'est le seul hier qui compte. C'est le seul hier qui doit pousser. Et pourtant, nous sommes là, à nous demander qui va nous amener la clé. Alors quand on voit un esprit aussi brillant que celui de Maître Monotuka qui nous dit ouais, voilà une clé, il faut aussi se demander si les ancêtres, les parents, notre famille qui nous attend là depuis des années, qui nous voit passer dans nos voitures ou à pied ou à moto et qui se dit mais quand est-ce qu'il vient me voir? Comment il va voir ta tia, tel tonton et tel dans le cimetière classique? Mais quand est-ce qu'il m'apporte une petite fleur, une petite bougie? Et puis pas que le 22 ou le 27 mai. Parce qu'au cimetière, on n'y va pas que le jour des morts pour mettre la bougie et les fleurs. Alors, peut-être qu'ils vont nous inspirer. Ils vont nous dire ce qu'il y a à faire. Ils vont nous donner la clé. Ça aussi, c'est la spiritualité que de s'en rapporter à eux. Qu'est-ce qu'on fait de ces paroles du genre aux enterrements? Ah, maman ou papa, veille sur moi, occupe-toi de moi, là où tu iras, là où tu seras. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas ça. Elle dit laissez les morts enterrer leurs morts. On cherche des clés devant une porte fermée. Ben, il va falloir la faire sauter. Parce que pour moi, si je perds les clés de chez moi, j'appelle un serrurier. Et puis je rentre. Et au moment où je dis ça à la porte. Je refuse dorénavant de n'honorer nos parents que dans les rues, les ronds-points, sur les trottoirs. Bien sûr, là aussi, ils sont morts. Bien sûr, là aussi, ils ont été pourchassés et tués. C'est partout, c'est toute la terre. Mais l'endroit où il y en a le plus, c'est là. Les habitations. Nous devons récupérer les cimetières, les habitations. Alors, on est en face d'un problème. Il y a le droit de propriété. Mais il me semble que ce problème-là s'est effacé ailleurs. En Europe, où le droit de propriété est quand même plus que sacré, il a su s'effacer. Alors de la nécessité de la mémoire. Mais nos hommes politiques, nos associations, nos forces vives, la société civile, quelle est leur nature aujourd'hui face à cette date qui est le résultat d'un combat, le combat des indépendantistes, on s'en souvient, hein?
ok Mitterrand, on ne part pas, mais donne-nous les jours fériés. Si bien qu'en 83, je crois, c'est en 83, qu'on a fixé 22 mai, 27 mai, 10 juin et 10 décembre, c'est ça? Ou 20 décembre. Eh bien là maintenant, ça ne doit plus être le combat de tel ou tel groupe, ça doit être le combat de tous. C'est pourquoi en Martinique, ça se fera un petit peu avant, le 22 mai. Et je souhaite pouvoir venir en Guadeloupe pour le 27 mai. J'espère que vous m'emmènerez sur une habitation où la porte sera grande ouverte parce qu'on sera accueillis par nos ancêtres. Bonsoir tout le monde. Des petits mots aussi. Là, par exemple, on dit tout le monde c'est monde. Tout le monde c'est monde. Bon, là, ça va tenir en l'eau. Mais moi, par contre, oui. Ah oui, je viens dans la Latibette, t'inquiète pas. Oui, je viens dans la Latibette, t'inquiète pas. Mais il faut que vous preniez un homme en moins pour me sentir bien. Je ne suis pas un nègre talent, je suis un nègre des champs. Alors, oui, c'est ça mon propos. Depuis l'âge de 16 ans, je vais écouter les indépendantistes, je vais écouter les panafricains. Depuis l'âge de 16 ans. Et là, je me fais déjà vieux, je suis un jeune Sidéco. J'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes personnes. Quand on dit qu'on fait peur, ou bien tout le monde c'est monde, ou bien tête collée, épaules collées, ou nous dit ensemble, nous vivons, ensemble, nous gagnons. Mais c'est toujours les mêmes personnes que j'entends. Je ne vois pas les artisans, je ne vois pas les agriculteurs, je ne vois pas la marchande de carapates, de l'huile de coco, enfin la transformateur qui était ma grand-mère ou mes grands-parents, quoi. Je ne les vois pas, je ne les entends pas. Et il me semble que ça aussi, peut-être, ça fait qu'on tourne en rond. Parce qu'il y a toujours les mêmes personnes qui se retrouvent, j'ai l'impression de voir les mêmes personnes, le même discours, avec les mêmes personnes. Et comme je dis, depuis à l'âge de 16 ans, et je suis plus 16 ans, bientôt j'ai 60 ans. Ce que je voulais dire, pour qu'on puisse créer, pour qu'on puisse avancer concrètement, qu'on parle de tout le monde c'est monde, il faut quand je suis là, en vrai tout le monde c'est monde, on a senti, dans ce qu'on a vu là, et ce qu'on a attendu là. Parce que j'ai l'impression d'entendre toujours, excusez-moi, hein, je ne suis pas né dans le niche ni dans la division, mais je ne vois pas les nègres des champs. Quand je regarde l'Assemblée, je vois les nègres catalans. Et pour s'avancer là, il faut l'apport des nègres des champs. Je ne veux pas aller plus loin dans l'explication, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai envie de dire. On a besoin de cette unité-là pour qu'on puisse vraiment faire au Motia, pour qu'on puisse vraiment aller à tout ce qu'on a déjà dit, qu'on a déjà constaté, notre spiritualité, notre histoire, enfin tout ce qu'il va faire pour qu'on puisse. Pour nous payer ça tout au cas. Et je voulais revenir un peu sur la partie Boca. Pour moi, depuis Loison, depuis Chabert, depuis Conquête, pour moi, celui qui a fait le plus grand travail, c'est Gérard Lequel. Les autres, ils sont dans le mimétisme ou dans je ne sais pas quoi. Au niveau du théâtre aussi, il y a une troupe qui a fait un grand travail aussi. C'est Arthur Lewis et le pianiste Cyclone. Et pour moi, ça n'a pas bougé depuis. Je saurais vous le dire. Je dis aux compatriotes qui viennent parler, les Amérindiens d'Amérique, du Canada, d'Australie, de Guyane qui vivent au bord de l'eau, dans des petites cases. Ils n'en savent où nous sommes. Qui prennent son mal en patience. Moi, j'ai commencé à 14 ans.
on m'a séparé de ma mère. Je suis parti. Si j'étais venu ici dans les années 60, vous seriez tous levés pour me foutre dehors. Notre peuple est debout. Ne vous en doutez pas. Lorsqu'un avion prend de la Lune, il prend d'abord de la vitesse lentement, il va, et au moment où il va prendre son envol, vous allez voir comment les choses vont aller à une allure. Et moi, je crois même que je constate qu'elles vont à une très belle allure. Parce que j'ai vécu en France, j'ai grandi en France. Je me souviens que dans mon enfance, chaque fois que nous nous rencontrions, dans des balles de mairie comme ça, pour nous distraire les amis avec nos compatriotes qui sont nés en déportation, c'était tout des bagarres. J'étais le seul qui ne participait pas. Et à Rennes, quand j'étais devenu plus ou moins un peu plus grand, j'étais toujours avec nos compatriotes de Garou. La dernière fois que je suis venu ici, ils ont témoigné. Les gens pleuraient dans la salle. Les Africains du continent me demandaient pourquoi tu es tout le temps avec des Antillais. Je dis, c'est pas des Antillais, c'est des Africains. Un jour, j'étais en train de discuter avec un de ses compatriotes. D'ailleurs, il est rentré en Afrique. Maintenant, il vit au Sénégal. C'était lui, avec lui que j'étais le plus proche. La maman nous envoyait un colis presque tous les trimestres. Un peu de rhum. On buvait. Quelquefois, il était en cité universelle, on dormait même chez lui. Quelquefois, il venait dormir à la maison. Et quelqu'un qui est né au Cameroun, comme moi, me dit, il vient encore me casser les oreilles avec cette histoire. J'étais avec mon compatriote. Je lui ai dit, bon d'accord. J'ai appelé un breton. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, laisse-moi tranquille. On était trois. J'ai demandé au breton, monsieur, nous sommes nous. Il dit, vous êtes africains, non? Tu as le blanc, le plus intelligent. Donc, il ne faut pas tout le courage. Tout ira. Je dis que le peuple noir. Je ne sais pas s'il faut désespérer, et je le dis aujourd'hui et maintenant. Mais il y a ici Juliette Smeralda, qui un jour, je ne sais pas si tu t'en souviens, Juliette, on se disait, mais c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit dans nos réunions. On ne voit pas les jeunes, on ne voit pas la diversification sociale, la diversité sociale, on ne voit pas ça. Ça, on se disait ça avant, nous. Et puis, notamment, est arrivé récemment le blocage des supermarchés. En Martinique, il y a des gens qui n'appartiennent pas à un parti politique, qui n'appartiennent pas à une association, qui n'appartiennent pas à un mouvement culturel, spirituel ou quoi que ce soit, qui ne sont pas inféodés à quoi que ce soit, et surtout qui ne se ressemblent pas les uns les autres. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des blancs aussi, il y a des noirs. Après l'explosion avec le rapport Letchimy et Bénin, du rapport sur le chlordécone, qui pointait du doigt la responsabilité de l'État sans nommer les autres responsabilités, comme pour les cacher, peut-être, une partie du peuple, ces gens-là,
qui ne sont jamais venus animer des débats, qui n'ont jamais fait de politique pour la plupart d'entre eux, qui n'ont jamais été en avant du combat, qui sont dans le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Ces gens-là avaient une action militante, premièrement, et surtout, deuxièmement, un discours construit. Ils avaient un discours construit et beaucoup de jeunes de milieux différents m'ont donné le sentiment que le talent c'est contagieux et que c'est tout net qui s'est négatif. En tout cas, moi je ne tiens plus ce discours-là parce que je suis surpris de la fougue de la jeunesse, de son implication, de sa maîtrise des choses, parce que très souvent les forces de l'ordre sont dans une attitude de violence et de provocation. De violence, je le dis, hein, de violence et de provocation. Alors bien sûr, il y a eu quelques mouvements qui leur valent pour 7 d'entre eux de comparaître au tribunal. Ils étaient convoqués le 13 janvier. Le 13 janvier, là encore, la police dans la provocation, le procureur sans doute, le préfet peut-être, ont décidé de fermer les portes du tribunal et pas de procès public. Alors qu'il restait encore plein de places assises et que le tribunal lui-même avait dit, bon ben faites entrer les gens pour combler au moins les places assises. Après, on ferme la porte. On ne laisse plus entrer personne, c'est logique. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les policiers. Ils ont dit, si le tribunal veut gérer, il n'a qu'à venir, mais nous on fait comme on veut. Et puis ils ont envoyé des gaz lacrymogènes. Bon, j'ai pris ma part aussi. Parce que c'était le moment où j'essayais justement d'intervenir pour dire, super, bonne nouvelle, le tribunal a pris une décision, on va pouvoir laisser entrer tous ceux qui peuvent occuper les places assises, et puis non, et ça a dégénéré. Donc, c'est un peuple de militants, appelés activistes, militants, ce qu'on voudra. C'est un peuple conscient, moi, que j'ai vu. Un peuple divers, un peuple pacifique, mais qui ne se laisse pas faire. Pacifique parce qu'il n'est pas dans la provocation, parce qu'il n'est pas dans la violence, parce que les seules armes que je leur ai vues dans les mains, c'était des drapeaux, c'était dans la bouche des chansons, des slogans, et rien de plus. Chez nous, le rouge, vert, noir est une difficulté. Parce que c'est un drapeau, c'est le drapeau de la Martinique, historiquement, parce qu'il est présent dans beaucoup de moments historiques de la Martinique. Mais nous avons une difficulté politique. Alors, je le dis au risque de subir des poursuites, hein. Ils pourraient me poursuivre pour ce que je vais dire. Donc, on n'a qu'à dire que ça reste entre nous. Hein. Mais il y a un problème psychiatrique dans le traumatisme qui mérite réparation chez nous. Figurez-vous qu'on a une réforme des institutions qui a conduit à avoir une seule assemblée et un seul exécutif. En Martinique? Oui, ça s'appelle la collectivité territoriale de Martinique avec à sa tête un président d'exécutif et on va dire c'est le conseil exécutif, c'est comme des ministres, et puis une assemblée avec son président, ses vice-présidents et puis les élus de l'assemblée. Eh bien, ces élus, tous ces élus sont à l'image du problème psychiatrique de la Martinique. Et même l'opposition est à l'image du problème psychiatrique de la Martinique. Parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp dit Marie-Jeanne et le camp dit Letchini. Avec bien sûr des alliances de partis dans tout ça, et puis un petit peu de gens à droite par là, un petit peu de gens à gauche par là. Un petit peu de gens à droite dans les deux côtés d'ailleurs. Or, il se trouve
que on parle bien du Code noir, on parle bien du déni de notre africanité. Alfred Marie-Jeanne, toute sa carrière, il a été indépendantiste, il s'est dit indépendantiste, et on l'a qualifié de chabin, alors qu'en réalité, il n'a jamais demandé l'indépendance, premièrement. Et il est en fin de carrière, il a dépassé 80 ans. En fait, je pense qu'il est en fin de carrière. Et il n'est pas chabin parce qu'il est fils de gendarme. Et un fils de gendarme, c'est pas un chabin. Donc on a un blanc aux yeux bleus à la tête de la collectivité territoriale de Martinique. Mais ce n'est pas fini. De l'autre côté, l'Assemblée est présidée par Claude Lise. C'est un Syrien. Mais si jamais Claude Lise démissionne, le vice-président, c'est mon plaisir. Un béquet Saint-Lucien. Mais admettons qu'ils aient été battus, en face, qui aurait gagné l'élection? Le Tchimi, Lachmi, c'est un Indien, qui a revendiqué son indianité, malgré le petit peu de sang noir qu'il a, en mettant Gandhi sur, en plein cœur de Fort-de-France. Et puis son bras droit, Johnny Hajar. Un Libanais. Voilà nos chefs. Et voilà l'alternance à nos chefs. Il n'y a pas d'Africains en Martinique. On va faire ses courses chez le Chinois pour manger. On va faire ses courses chez le Syrien pour le tissu. On va avoir Bodjekouli au nord chez les Indiens. On va faire le travail du béquet. Le préfet c'est un blanc, ou le chef de l'armée, de la gendarmerie, de la police un blanc. Et le seul individu, j'utilise le terme qui ne plaît pas, la seule personne, celle monde qui n'a pas existé, c'est l'Africain. Il a beau être 80% de la population, c'est lui qui n'existe pas. Et nous n'existons pas pour nous-mêmes, si bien que nous générons des élus strictement français qui n'existent pas pour nous-mêmes, qui ne sont pas nos élus. Donc n'attendez pas de nos représentants, entre nous soit dit, je vois que vous avez le même problème. Par exemple, vous avez un mulâtre comme député et qui fait l'imbécile, qui essaie de mettre un cocon entre Martiniquais et Guadeloupéens, c'est en bas. Mais c'est incroyable. Il n'y a toujours pas d'Africains pour nous représenter. Mais prenons les choses en main. Donc, juste une petite chose là, avec une dernière question qui sera posée par Juliette, une intervention. Il y a Afwa qui va passer avec sa petite corbeille pour la petite contribution, puisque tout le monde sait très bien que bon, il faut aussi aider à ce genre de manifestation. Donc, c'est à chacun de voir le soutien qu'il peut apporter. Et je passe la parole à Madame Juliette Esmeralda, qui elle aussi a vraiment combattu et continue de combattre, vraiment dans son âme, parce qu'il faut savoir que le combat est rude. Et donc je lui passe la parole et je suis très content qu'elle soit parmi nous. Merci Kofi. Bonsoir. Alors, je suis contente, je suis très contente aussi de voir des messieurs en chacun. Monsieur le professeur Ramadan, que j'écoute beaucoup sur YouTube et je partage beaucoup les idées. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes. Il y en a que je partage et d'autres que je partage moins, parce que je crois que nous sommes, par rapport à toutes les méchancetés, les maltraitances, les rejets, les reniements de notre africanité, et bien justement,
cette composante de notre peuple a montré qu'on ne va pas réussir à l'éradiquer parce qu'après 500 ans de misère, de méchanceté, eh bien elle est là avec sa culture, avec sa... Contrairement à ce qu'on croit, moi je crois que les Africains de Martinique et de Guadeloupe ont une manière particulière de vivre leur africanité. Et c'est parce que les institutions les obligent à des situations, à prendre des voies de détour, qu'on ne cerne pas très directement cette africanité. Donc, moi qui continue mes recherches là-dessus, sur les, j'appelle pas ça les héritages, une manière africaine de vivre dans les institutions françaises ou européennes, eh bien, je suis étonnée de ne pas avoir besoin de creuser beaucoup pour justement buter, trouver cette africanité. Alors, pour répondre à la question, à la préoccupation, j'ai toujours essayé d'analyser la façon qu'avait notre peuple de s'adapter à des modes de fonctionnement qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Notre peuple vient difficilement, sauf nous qui sommes les nègres à talent, s'asseoir dans une salle pour discuter. Il ira dans les églises, parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Il va se battre pour aller dans les écoles de l'autre, parce qu'on lui a dit que c'est par là qu'il va réussir. Il va se battre pour être là où les institutions ont beaucoup d'emprise sur lui. Mais dans les discussions comme celle-là où on parle de nous, on aura effectivement les nègres à talent. Ce que je veux dire sur les jeunes, c'est qu'on ne sait pas comment ils nous écoutent. Mais le fait que nous ayons investi les médias, surtout les médias alternatifs, et que depuis une vingtaine d'années, c'est vrai que ça vient tard, mais au moins une vingtaine d'années, que nous travaillons à dire, nous entre intellectuels, entre guillemets, à dire notre histoire, à dire notre africanité, à dire le patrimoine que nous avons, qui n'est pas français, et à dire que nous avons à parler de l'esclavage, à dire que nous avons à exiger que nos ancêtres soient redéterrés pour nous, parce qu'on a accepté pendant 300 ans de ne pas avoir d'ancêtres et de commencer dans la cale du bateau. C'est une chose qui paraît, quand on l'interroge, qui paraît, mais vraiment incroyable. Et on se dit à quel degré d'inhumanité on nous a réduits pour avoir accepté nos pieds-mots, comme le dit Maître Germani, qui avons gardé le culte des ancêtres. Comment avons-nous pu tenir si longtemps? Nous qui fêtons aussi la Toussaint, le jour des morts, comment ne nous est-il pas venu à l'esprit que nous avions d'autres ancêtres, que nous avions abandonnés aux colons et aux béquets sur les plantations? Et nous ne savons pas. Je suis allée sur plusieurs plantations dire aux gens, nous avons besoin de savoir où sont les Africains qui travaillaient sur ces plantations, parce que nous aimerions qu'on leur élève une stèle, qu'on élève une stèle à leur mémoire, pour que, ne serait-ce que les jours des morts, la célébration du jour des morts, eh bien qu'on puisse venir sur les plantations, leur mettre un petit limier, comme on dit chez nous. Eh bien non, une plantation m'a dit, c'est celle de la Pâcherie, que pour la première fois, avec la CTN, ils ont analysé l'idée de faire venir un spécialiste, donc quelqu'un qui fait des fouilles, et il m'a été dit que ça sera la première fois qu'on va essayer de faire des fouilles serviles. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on n'a jamais payé pour faire des fouilles, pour trouver voilà, des personnes qui n'étaient pas des personnes. Mais pour nous expliquer, c'était des meubles et des immeubles. Donc pourquoi on va fouiller pour chercher des meubles et des immeubles? Surtout quand voilà, le temps a passé dessus et le rouleau compresseur de l'aménagement des plantations, sur lesquelles les nôtres retournent faire la fête, faire des compromissions avec les colons sans état d'âme. On a beau leur dire que c'est un sacrilège, ils ne comprennent pas. Alors pour revenir à la question des jeunes, les jeunes nous entendent. Je ne suis pas sûre qu'ils viennent nous écouter quand nous sommes là, mais je sais qu'ils nous écoutent. Et je sais que ce qui se passe actuellement est le fruit du
du travail que nous avons fait patiemment, sans nous décourager et sans penser que parce qu'il n'est pas présent, qu'il n'a pas d'oreille, et il est très africain dans ce sens-là. Il a plus d'oreilles que de faire qu'on s'assoie et venir écouter les gens. Peut-être que ce n'est pas un mode de fonctionnement, peut-être que culturellement, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut qu'on s'adresse aux autres. Peut-être qu'il y a des manières à trouver sous le zamana, sous le fromager, sous d'autres formes que nous aimons, parce que quand nous avons les larrons, où on va danser, où on va se parler, les gens viennent là, ils restent debout pendant des heures. Ils n'ont pas besoin forcément qu'on leur donne des sièges pour s'asseoir. Bon, donc ceci pour dire qu'il ne faut pas jeter le bébé au du bain, moi c'est une expression bien française, mais enfin pour vous dire que moi je ne désespère pas, parce que j'ai des tonnes de jeunes qui m'appellent de partout, qui m'écrivent, qui m'envoient des messages, qui veulent des conseils, et je me disais si ça me faisait gagner des sous, eh bien, je serais riche, mais mon cas puisque je vous en ai, mon cas répondu. Donc je ne suis pas de ce côté-là, je ne suis pas triste. Sur la question de ce que nous avons gardé, et qui fait que ces pays-là ont gardé l'humanité, qui fait que nous pouvons vivre et qui ont sauvé les colons de leur humanité, c'est grâce à l'Afrique que nous le devons. Donc, on n'a pas à chercher où elle est l'africanité. Elle est là, elle est présente et c'est elle qui rend viable ces sociétés-là. Donc la question aujourd'hui, c'est à quel moment nous aurons assez de chercheurs pour écrire son histoire et pour écrire ses lieux de passage, pour écrire comment nous l'avons adapté à nos besoins dans des sociétés qui ne lui laissent pas de place, mais qui pourtant ne peuvent pas se passer d'elle, cet apport-là. D'accord? Donc, moi, je continue à travailler par petite monographie, mais chaque monographie que je mets ensemble constitue une pièce d'un puzzle que je trouve de plus en plus qui a la forme de la carte de l'Afrique. Vous voyez? Donc, les questions qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'on aura assez de chercheurs parce que personne ne finance nos recherches, donc c'est laissé à notre bonne volonté. Est-ce qu'on aura assez de gens qui vont nous écrire cette histoire-là pour que les jeunes qui se servent beaucoup de ce que nous écrivons, contrairement à ce qu'on croit, puissent les trouver, pas forcément quand nous sommes en conférence dans un temps T que nous avons défini nous-mêmes, mais dans un temps qui est le leur. Et puis, comment nous allons chercher, réussir, faire en sorte d'institutionnaliser notre culture, parce que précisément, nous sommes dans l'infidélité, comme l'explique maintenant Notuka, et ce qui nous manque, c'est de prendre une place dans les institutions. Notre culture est bien là, mais elle est dans la savane, elle n'a pas de maison pour s'abriter, et elle n'a aucune emprise sur l'évolution de sa société, de notre société, ou de nos sociétés, et donc une manière de fixer notre présence dans ces régions qui ferait que nous dirions la société est à nous. Aujourd'hui, n'importe quel Français arrive dans nos régions et il est plus légitime que nous. Il a plus de légitimité que nous. Il nous dit d'ailleurs, retournons en Afrique, parce que c'est nous qui vous avons amenés là. C'est à nous que vous devez d'être dans ces régions. Donc, ce n'est pas un discours qui est banal. Il est répété de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils veulent ces régions-là pour eux. Donc, il faut, là où il y a urgence, c'est à ce niveau-là. Comment allons-nous débrouiller pour récupérer une parcelle de légitimité, toute la légitimité s'il le faut, mais une parcelle de légitimité dans ces territoires-là. Que les Occidentaux, les Français, par leurs institutions, nous enlèvent au quotidien. J'ai fait des émissions sur le génocide par substitution. Regardez-les, nous on en a parlé beaucoup avec M. Germany, avec d'autres. Génocide par substitution, ça n'est pas un vain, c'est à l'œuvre, c'est efficace. Et on a de plus en plus le sentiment qu'on nous dit qu'on vieillit et que c'est fini, qu'on refuse toute politique de natalité, de renatalité, alors qu'on envoie à la Martinique, en Guadeloupe, des Français qui font 4-5 enfants, qui trouvent des maisons. Donc la politique nataliste, elle est là, ce sont les Blancs qui la font, et nous sommes
On nous apprend à penser que c'est les EHPAD qui nous attendent, que nous vieillissons, alors que nous avons ce qu'il faut pour faire les bébés si nos enfants restent au pays. Et si le pouvoir en place, avec le président de Martinique, décide qu'on peut lancer une politique nataliste. Pendant qu'on est en train de mourir, la France a connu au moins 4 baby-booms. Je me demande pourquoi nous sommes en dehors de ces baby-booms. Donc c'est ça le danger. C'est pas que nos jeunes n'entendent pas. C'est pas que nous n'avons pas besoin d'être là où les Blancs nous ont appris à être. Nous avons une manière d'être et c'est à nous de regarder comment nos jeunes appréhendent les problématiques modernes et où est-ce qu'ils se trouvent pour entendre. Moi je suis étonnée quand ils me disent qu'ils m'ont... Ben, ils écoutent la télé. Ils écoutent la télé, ils se font passer, ils découpent les émissions en petits morceaux, ils se les partagent et ils se répètent, ils entendent, ils se construisent avec nous. Et à ce niveau-là, nous avons fait notre travail. Mais notre problème, c'est celui d'être expulsés de ces pays-là, de vieillir soi-disant parce qu'on ne peut pas faire d'enfants, alors que, je vous le répète, les Français et les Européens qui arrivent dans ce pays font beaucoup d'enfants, ils achètent les terres et ils ont... Donc la France a trouvé le moyen de résoudre le problème que nous sommes pour elle depuis le début. C'est celui de nous exterminer d'une façon ou d'une autre. Quand on aura compris... Mais quand on aura compris... Non mais il faut que le gourmet pour que ça pas fait. Parce que si nous toutes vieilles, si on vieillit tous dans cette région-là, si on n'a pas de possibilité de nous... Parce que les gens qui sont là, je répète aux gens qui sont là, rappelez-vous comment les choses se sont faites avec les Caraïbes. J'ai entendu le professeur parler tout à l'heure des Caraïbes. Quand ils sont venus prendre le pays, c'est vrai qu'il y avait des Caraïbes qui défendaient leur pays, qui défendaient bec et ongle. Quand ils ont vu qu'ils ne réussissaient pas à prendre le pays comme ils le voulaient, eh bien ils l'ont coupé en deux. La côte au vent et la côte sous le vent. En partie, une partie pour les Blancs et l'autre partie pour les Caraïbes. Ils ont continué à affluer comme en ce moment, parce qu'on leur a dit qu'il y a de la richesse à faire très vite dans ces régions-là, surtout à la Martinique à l'époque, parce que je ne connais que bien que cette histoire-là. Eh bien, le jour où un seul d'entre eux a dit « Nous voulons la terre », il est parti là au point. « Nous voulons la terre », à bas les Caraïbes, mort aux Caraïbes, la terre aux Français. Ils sont partis là au point, ils ont exterminé les Caraïbes en 2 temps 3 mouvements. Donc ne croyez pas que nous soyons en dehors de ces figures-là. Non, ça n'est pas fini pour nous. Et quand ils l'ont fait, il y avait des traités, il y avait des lois qui disaient que les Caraïbes avaient le droit de vivre chez eux. Pourquoi ils l'ont violé? Personne, surtout pas la métropole, ne n'est venu mettre de l'ordre pour sauver d'ailleurs ce qu'on avait exterminé. Et aujourd'hui, on va nous dire d'ailleurs que tout ce que font les gens de nos pays, c'est pas africain, c'est pas l'Afrique qui leur a donné, ce sont les Caraïbes. Les Caraïbes qu'on a exterminés. Alors lisez le livre du père de la Loire qui vous raconte comment les Français sont arrivés ici dans une voracité de terre et de possession et ont exterminé les Caraïbes, avec lesquels pourtant ils avaient scellé des traités de non-agression, de tout ce que vous voulez. Voilà ce qui nous menace. Ça, c'est important. Mais nos gens, ils entendent, ils se débrouillent, ils sont solidaires, et quand il y a à se mobiliser comme un seul homme, nous sommes debout. Donc nous n'avons pas envie de lâcher, nous ne lâchons pas. Pourquoi est-ce que malgré toutes les méchancetés qu'ils nous font, nous continuons à produire et à enrichir notre peuple comme nous le pouvons? Mais nous sommes institutionnellement en dehors de tout. Et c'est cela notre fragilité. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut se battre pour s'approprier ces terres et ce pays, eh bien nous sommes en danger. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Nous remercions aussi bien nos invités que vous tous qui êtes présents tardivement à cet atelier coupé, puisque nous avons fait en un seul lieu ce qu'on devait faire comme ce matin
en 3 lieux différents. Donc, de toute façon, nous vous invitons aussi demain à la poursuite de la réflexion et des présentations qui se feront dans le cadre du programme qui a été établi. Et nous allons continuer. Et dimanche, nous ferons la restitution. Et ça sera ici. D'accord. Donc, ici, demain matin, demain après-midi et dimanche, vous êtes attendus. Et encore merci de votre présence, de votre participation.